Correa, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le contrôle coercitif? Alors, peut-être que je commence par rappeler le fait que nous comptons en France 250 000 de victimes de violences conjugales. 271 000 de plaintes décomptées par les forces de l'ordre. Rappelez également que sur ce 250 000 de plaintes, 85% des victimes sont des femmes. Parmi ces femmes, 8 sur 10 sont des femmes avec lesquelles les agresseurs ont des enfants. C'est-à-dire que le cas majoritaire de la femme victime de violences conjugales en France n'est pas simplement une femme, mais c'est une mère avec des enfants. Il y a donc 8 cas sur 10 des enfants qui sont concernés, qui sont co-victimes, et leur nombre, Marie, est de 4 millions. 4 millions d'enfants, c'est un tiers des enfants scolarisés en France. Ce sont des chiffres de la protection de l'enfance produits par ma collègue Nadège Sévrac. C'est face à cette réalité que les travaux que je montre, que les recherches internationales que je présente dans le livre « Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale », dont le titre complet est « Des avancées scientifiques aux avancées juridiques », face à cette réalité, ces recherches montrent qu'il faut prendre la violence conjugale dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il faut cesser de rechercher l'un ou l'autre des événements qui seraient graves à nos yeux. Souvent, on recherche chez de la violence physique, mais il faut comprendre l'ensemble des comportements comme un schéma composé de différents types de comportements. Ça peut être de l'isolement, de la surveillance, du contrôle du temps, de l'argent, du contrôle du téléphone, contrôle de l'entourage, micro-régulation de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on a des femmes, des mères qui nous disent « mais les enfants n'avaient pas le droit d'entrer dans le salon quand le soir le papa rentrait fatigué ». Ou les enfants n'avaient... Ou ils leur disaient « c'est pas le moment de pleurer, je suis énervé ». Ou « je suis énervé, c'est pas le moment de rire ». Donc une micro-régulation comme ça, comportementale, de l'ensemble de la maisonnée, c'est-à-dire de la femme et des enfants, et qui finit par priver progressivement les cibles, c'est-à-dire la cible adulte et les cibles enfants, de la capacité d'agir pour elles-mêmes et par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elle finit par les priver progressivement de leur liberté, de leur autodétermination, parfois de la santé, parce que le contrôle coercitif est une pathologie de la captivité. C'est-à-dire que tout ce qu'on va retrouver chez les prisonniers, dans les prisons ou les prisonniers de guerre, on va retrouver le même type de pathologie chez les femmes et les enfants qui survivent à ce type de contrôle coercitif. C'est une des raisons pour lesquelles, avec Madame la Ministre, quand nous avons échangé sur la question du contrôle coercitif très tôt, il y a déjà quelques années, et là était la première qui a compris d'emblée la définition du contrôle coercitif comme une atteinte aux droits humains fondamentaux. Si on reprend notre exemple dont vous parlez dans ce livre, ce contrôle, comment il s'exerçait, par exemple, sur Eliane? Alors, donc il y a bien sûr on en cette parle jalousie excessive, mais vraiment excessive, et dès le début de la relation. C'est-à-dire que dès qu'ils se connaissent, ils se rencontrent très jeunes, mais ensuite, quand ils se marient, il va provoquer un déménagement parce qu'il considère qu'elle connaît beaucoup trop de monde dans le village et que donc elle risque de retrouver des anciens amants. Quand il travaille de nuit, parce qu'il travaille de nuit, il va quitter son travail pour venir voir, par exemple, si elle n'est pas avec quelqu'un. Il va compter le nombre de grandes toilettes le soir quand il rentre pour voir si vraiment elle n'a pas eu de visite. Il n'est pas content parce qu'elle veut passer le permis de conduire, donc cela signifie qu'elle pourrait avoir un peu plus d'autonomie. Quand elle a été tuée, quand il l'a tuée, elle était prête à prendre un emploi, parce qu'en fait, ils étaient parents de 6 enfants. De 6 enfants. Et d'ailleurs, qu'il a toujours eu du mal à reconnaître, comme s'il y avait toujours un soupçon. Et puis, il y avait ce qu'on retrouve justement dans de tels cas, une surveillance, une dévalorisation, et puis des points qui n'avaient pas été mis en exergue à l'époque, mais tout de même, 1 an ou 2 avant les faits, il avait été suivi par un psychiatre parce qu'il n'allait pas très bien, et auquel il avait dit qu'il avait mis une hache dans son coffre, qu'il rêvait de collision frontale en voiture avec sa femme. Et tout cela, vous voyez, ce sont des indicateurs qui doivent vraiment alerter. Et pour avoir jugé malheureusement
un certain nombre de féminicides, je ne cesserai de rappeler que ces menaces, quand elles sont circonstanciées, c'est-à-dire quand elles sont précisées sur le mode de modus operandi, il faut les prendre extrêmement au sérieux. Là, ça n'avait pas été le cas. Mais quand quelqu'un vous dit « je vais mettre un bidon d'essence dans ta voiture et je vais te faire cramer », oui, c'est extrêmement dangereux. Voilà.